Bienvenue sur Géopolitis. C'est un objet courant qui est fabriqué en une seconde, qui sert en moyenne 20 minutes, mais qui peut mettre jusqu'à 400 ans pour se décomposer dans la nature. Cet objet, eh bien, nous l'avons tous utilisé par milliers. C'est le sac plastique, celui dit à usage unique, que l'on trouvait dans tous les grands commerces. Je dis « trouvait », car les habitudes de consommation changent, et si elles changent, ces habitudes, c'est que un sac en plastique dans la nature, ça va, mais des milliards de sacs en plastique, bonjour les dégâts. Et des milliards de sacs, eh bien, il y en a eu. On estime que dans le monde entier, on aurait fabriqué pas loin de 1000 milliards de ces sacs plastiques à usage unique. En un an, au niveau de l'Union européenne, il en circulerait en gros 100 millions. Le grand problème, c'est qu'une large proportion va finir en déchets sauvages, dans la nature, dans des décharges à ciel ouvert, dans les forêts, sur le littoral ou dans les mers. Géopolitis revient sur cette pollution massive et sur le fait que certains pays ont déjà pris des mesures drastiques. C'est vrai qu'il a bien servi, ce sac en plastique. Il a fait une apparition spectaculaire il y a bientôt 30 ans. Au début, on s'est contenté d'y voir une prouesse technologique bien utile. Pensez donc, un emballage tout fin, une épaisseur de 50 microns, et qui est super solide. Un sac comme ça est capable de supporter une charge 2000 fois supérieure à son propre poids. En plus, dans la quasi-totalité des commerces, supermarchés, petites et grandes surfaces, eh bien, c'était gratuit. On pouvait même s'en resservir pour autre chose, enfin, du reste, jamais pour retourner faire ses courses. Et puis, tout a changé. On s'est rendu compte de la pollution massive qu'entraînait ce mode massif de consommation. D'ailleurs, on disait sac jetable, et bien des consommateurs ont cru ou voulu croire qu'on pouvait les jeter partout, n'importe comment. Pollution sur la terre, pollution dans les mers, et toujours avec cette caractéristique catastrophique d'une durée de vie de plusieurs siècles. Certains pays, on l'a dit, ont réagi très vite, se sont engagés sur la voie des produits de substitution. Exemple en Suisse romande, où l'on promeut des sacs biodégradables. Frédéric Maur a lancé en 2006 une start-up qui monte son produit phare, le sac biodégradable. Simple, hein. Celui-ci est fait donc à partir de maïs européen sans OGM. Il a deux avantages. Il est certifié pour le compost industriel, OK Compost, et pour le compost de maison. Donc on peut l'utiliser dans un compost de jardin tout simplement. Substitution, recyclage, interdiction, toutes les pistes sont actuellement suivies. En novembre dernier, la Commission européenne à Bruxelles a sommé les États membres de réduire effectivement l'usage de ces sacs en plastique à usage unique, sachant que 8 milliards de ces sacs en moyenne finissent par asphyxier les sols et les mers européens. Il y a des bons et des mauvais élèves. Alors allons-y, parmi les mauvais élèves qui n'ont pas encore pris de mesures, il y a entre autres la Pologne ou Chypre. Et parmi les bons élèves, citons-les aussi, il y a l'Irlande, la Finlande ou le Luxembourg. Un exemple parlant, suite à une taxation dissuasive et aussi suite à l'arrivée des produits biodégradables, un habitant du Danemark n'utilise aujourd'hui que 4 de ces sacs en plastique par an. Un Polonais, un Portugais ou un Slovaque en utilisent un peu plus de 400. L'Irlande a fait très fort. Au-delà de sa politique de limitation de distribution de ces sacs en plastique, le gouvernement a imposé une taxe de 50 centimes d'euros par sac et en l'espace d'une seule année, l'utilisation de ces sacs jetables a diminué de 92%. Un peu partout dans le monde, des mesures d'interdiction ou de taxation se multiplient. Dès 1994, le Danemark a fait œuvre de pionnier en instaurant une taxe relativement dissuasive. En 2002, c'est le Bangladesh qui a décrété une interdiction totale. Il faut dire que dans ce pays, on savait que c'est à cause de l'accumulation de ces sacs dans les égouts que des inondations très graves n'avaient pas pu être évitées. En octobre 2012, c'est plus récent, Haïti a également interdit les sacs en plastique, ainsi que d'ailleurs les emballages en polystyrène, pour protéger son littoral et ses mangroves menacées d'asphyxie par tous ces détritus. Interdiction également décidée au début de l'année 2013 en Mauritanie ou au Mali. En cette année 2014, c'est Israël qui prend le chemin de l'interdiction. Quant à la France, après bien des hésitations, c'est dès cette année qu'elle taxe ses sacs à usage unique à hauteur de 6 centimes d'euros.
On appelle cela un vortex d'ordures. On parle parfois d'un 7e continent, une masse gigantesque constituée de toutes sortes de plastiques, pas seulement les sacs en plastique, mais aussi des bouteilles en plastique et toutes sortes d'objets qui ne sont pas biodégradables. Ici, on voit ce qu'il en est du vortex du Pacifique Nord, découvert en 1997. C'est une zone relativement calme de l'océan vers laquelle le mouvement naturel de rotation fait se concentrer tous ces déchets plastiques sur une surface grande comme 3 fois la France. Vu du dessus, on ne voit pas grand-chose, car ce vortex, c'est en fait une couche d'une profondeur de 30 mètres environ, constituée de micro-déchets, ces composants plastiques qui se désagrègent très lentement sans que leur structure moléculaire change. Il en résulte des millions de tonnes de ce que l'on appelle du sable plastique, qui pour les animaux ressemble à de la nourriture, sauf que ces matières sont impossibles à digérer et à éliminer. En fin de compte, ou plutôt en fin de chaîne alimentaire, c'est l'homme qui est affecté par cette pollution. Certes, si on les incinère, ces sacs servent de carburant peu coûteux, notamment pour entretenir la combustion des autres déchets ménagers. On parle de vaporisation énergétique. Mais il faut savoir que cette combustion produit elle-même du gaz carbonique et de la vapeur d'eau, c'est-à-dire 2 gaz à effet de serre qui, on le sait, contribuent au réchauffement climatique. De plus, l'incinération de ces sacs peut dégager certaines substances cancérigènes. Enfin, il convient de se rappeler qu'en tout état de cause, l'énergie récupérée par cette combustion est largement inférieure à toute celle qui aura été nécessaire tout au long du cycle de vie de ce sac en plastique, de l'extraction des matières premières à la fabrication, le conditionnement, la distribution et l'utilisation du sac en question. L'invité de Géopolitis, Catherine Martinson, qui est membre de la direction du WWF suisse. Vous connaissez bien cette problématique des sacs plastiques. On parlera plus globalement des problèmes de l'emballage. Mais bon, où on en est au niveau de ces sacs plastiques? Il faut se réjouir des mesures qui sont prises ou c'est, à votre avis, nettement insuffisant pour le moment? Je dirais que c'est un début. Le sac plastique est quelque chose qui est très utilisé par tout le monde et le fait d'introduire une réglementation là-dessus permet à un maximum de personnes de prendre conscience d'un problème. Donc je dirais que c'est déjà un bon début. Après, ça ne touche qu'un tout petit secteur effectivement du problème des déchets, mais c'est un secteur où justement tout un chacun peut intervenir. Alors, soyons clairs, la solution miracle, c'est quoi? C'est taxer ou c'est carrément interdire? Est-ce qu'il y a un juste milieu d'ailleurs? Je pense qu'il y a un juste milieu. Je pense qu'il faut plutôt se concentrer sur des alternatives qui soient crédibles et utiles. Effectivement, que taxer peut permettre de mettre en place des mesures qu'on ne pouvait pas mettre en place avant. Ça permet aussi de rendre conscient le consommateur que non, consommer, ce n'est pas que prendre et jeter. Maintenant, il faut aussi lui offrir une possibilité de faire différemment. Et c'est là que finalement, il faudrait travailler de manière très pragmatique. Des nouvelles solutions coûtent peut-être quelque chose, mais le biodégradable dont on parle tant, ça coûte cher? Et est-ce que c'est au fond au consommateur à payer? Le consommateur fait partie en fait de toute la chaîne de valeur. Et dans la mesure où quelqu'un doit produire un sac, qu'il soit biodégradable ou pas, il va entrer dans cette chaîne de valeur et quelque part le consommateur devrait en supporter les conséquences. Maintenant, est-ce que c'est mieux ou pas? Il y a des études controversées qui montrent que tel sac a tel impact écologique et d'autres tel autre. Je pense que, nous, ce qu'on propose, c'est de sortir de l'usage unique et de réfléchir plus aux gestes quotidiens écologiques. Au fond, est-ce que la solution, ce n'est pas de revenir à ce qu'on faisait il y a 40 ou 50 ans, le bon vieux sac qu'on va utiliser pendant 5 ans, 10 ans ou plus? Mais c'est à ça qu'on revient. Et d'ailleurs, quelques grandes enseignes mettent près des caisses des sacs qu'on peut réutiliser plusieurs fois. Il faut l'acheter. Mais en attendant, ce sont des sacs qui sont pratiques, qui se glissent dans une mallette, que vous pouvez porter avec vous tout le temps. Donc ça limite énormément cet usage unique et limite justement cette montagne de déchets. Le vieux cabas de nos grands-mères, par exemple, c'est une solution? Il a besoin d'être ni vieux ni de nos grands-mères. Il peut aussi être très joli et très pratique. Au niveau du WWF, vous préconisez quoi? Je veux dire, au niveau de la sensibilisation du consommateur. Bon, on est dans des pays où on est relativement sensibilisé. C'est pas vrai partout dans le monde, quand même.
Non, c'est pas vrai partout dans le monde et je dirais la quantité de travail, d'information à faire est différente d'un pays à l'autre. Mais on est aussi étonné de voir que certains pays qui sont peut-être moins, où la société de consommation est peut-être moins développée que chez nous, prennent quand même des mesures assez drastiques pour limiter ces sacs poubelles, parce que c'est des pays où on les voit plus. On les voit qui s'envolent des décharges, ils atterrissent sur les côtes. Chez nous, en Suisse, on a moins ce problème. On a aussi une filière des déchets qui est mieux réglée. Donc le travail va être différent d'un pays à l'autre. Et je pense que dans certains pays, l'interdiction peut-être se prête mieux à une taxe. Et dans d'autres, l'inverse. Plus globalement, je sais que vous vous intéressez beaucoup à toutes ces questions d'emballage général. Alors là, prenons le consommateur, je dirais, européen. Il voit bien qu'il y a trop d'emballage dans ce que nous achetons tous les jours dans les grandes surfaces, dans les supermarchés. Qu'est-ce qui justifie ce surcroît d'emballage que nous, consommateurs, nous n'avons pas forcément souhaité? Alors déjà, il y a des normes... On nous impose toute une somme, on le voit dans nos déchets. Ouais, exactement. À mon avis, si on regarde un tout petit peu le pourquoi de la chose, on voit que déjà, il y a des normes extrêmement compliquées parce qu'il faut que le produit qui soit emballé ne soit pas cassé lors du transport. Il y a une certaine qualité qui doit être préservée. Au départ, c'est un peu pour notre bien qu'on nous impose tout ça. Exactement. Il faut protéger le produit. Exactement. Et le conserver. Ensuite, il doit y avoir un autre élément qui entre en compte, c'est effectivement que le producteur veut avoir un support pour sa publicité, pour que la marque soit bien visible, etc. Donc là, ça va demander peut-être plus de place, etc. Après, il y a le côté marketing, faire un emballage créatif, marrant pour attirer le consommateur. Ça, c'est toutes des choses dont on pourrait facilement se passer. Ça n'a rien à voir avec la sécurité ou la fraîcheur ou je ne sais quoi. Mais les gens du marketing vont nous dire que c'est indispensable. Bien sûr, à chacun, mais bien sûr, mais je pense que dans un contexte comme maintenant où les ressources se font rares, c'est le moment de repenser à la façon de le faire. Le consommateur, lui, il est prêt à faire avec moins de cet emballage ? Je pense, dans la mesure où, effectivement, si un produit peut être garanti de bonne qualité au moment de l'achat et qu'il ne faut pas passer des heures à le dépioter, je pense que le consommateur sera plutôt content. C'est vrai que si on voit sur les forums, etc., les gens se plaignent du suremballage. Qu'est-ce qu'on fait au niveau écologique mondial avec, malheureusement, les dégâts que l'on constate, on l'a vu dans le reportage, donc ces pollutions qui sont existantes, les vortex dans les océans, etc. Comment on peut lutter contre ça, puisqu'on n'arrête pas de nous dire il y en a pour des siècles? Ça, c'est difficile. Il n'y a pas de solution toute prête, on va dire. Je dirais, si on se projetait dans l'avenir, si on pouvait travailler avec des si, une liste de souhaits, c'est qu'il faudrait absolument récupérer tout ce plastique et le recycler. Parce que finalement, c'est quoi du plastique? C'est du pétrole transformé. Or, on arrive finalement dans une situation où la pénurie de pétrole est à nos portes. Enfin, suivant les calculs. Oui, c'est vrai. Donc, on devrait profiter de ça. Donc, quelque part, on devrait pouvoir remettre ce plastique dans une filière de recyclage. Mais au fond, si vous voulez, l'approche écologique serait de dire d'abord réduire la consommation, et puis ensuite remplacer ou trouver des alternatives, et puis finalement recycler. Parce qu'on ne peut pas non plus continuer de produire ad aeternum des produits qu'on peut soit difficilement recycler ou pas du tout. Il n'y a pas tout qui se recycle, c'est ça la difficulté. Donc je pense que le problème est à prendre à la base, déjà concevoir des produits qui, à leur base, peuvent être recyclables, dépiotables ou réutilisables. C'est vrai que pourquoi ne pas aller avec, par exemple, je me disais l'autre jour, mon gobelet dans mon train où je prends mon café, à la limite, je pourrais le prendre dans mon sac. Un petit gobelet expresso, mettez dans un petit sachet, vous demandez au serveur à la personne qui sert les cafés de vous mettre du café, vous buvez, mettez dans votre sachet, vous rangez, puis vous le... Pourquoi pas? Petit exemple, mais grande cause et grand résultat. Voilà, exactement. Et ça, j'y ai pensé parce qu'effectivement, j'avais lu une étude des éco-bilans sur les gobelets dans les grandes manifestations, la Coupe du Monde du foot. Qu'est-ce qui va le mieux? C'est le gobelet qui n'est pas à usage unique, c'est un gobelet qui se réutilise. Et c'est pour ça que dans les manifestations, ils prennent ces options-là. Et on le voit. Merci, Catherine Martisson. Je rappelle que vous êtes membre de la direction du WWF Suisse. Merci à vous. Merci. Il y a quelque chose d'assez choquant dans le processus de non-utilisation de ces sacs plastiques à usage unique. Au début, en tout cas dans la plupart des grandes surfaces, on l'a dit, ce sac en plastique était gratuit. Cela faisait partie des avantages à se rendre dans de tels commerces. Donc, on a décidé de ne plus en offrir à la clientèle. À la place, et c'est heureux, on a proposé aux consommateurs un type ou un autre de sac biodégradable. Seulement, ce sac-là, dans bien des enseignes, désormais, on le fait payer. C'est tout bénéfice pour les grands noms de la distribution. Bref, au nom de l'écologie, on vend aujourd'hui ce que hier on donnait. Autre problème, ces sacs de substitution ne sont pas toujours performants et parfois même, ils sont aussi coûteux en termes d'énergie
que les anciens sacs. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces bons vieux sacs en plastique servaient aussi de poubelle pour jeter ses ordures domestiques. Le consommateur a dû trouver autre chose, et autre chose, c'est le sac poubelle, le vrai, plus gros, plus cher, et c'est un fait encore plus gourmand en matière plastique que le petit sac que l'on trouvait en caisse. En somme, un combat est gagné, mais d'autres ne font que commencer. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos réactions et vos commentaires à cette édition de Géopolitis. À votre disposition, toute une série de vidéos sur ce thème des sacs en plastique à usage unique, des sites internet, des infographies et des archives. Comme toujours, vous pouvez podcaster cette émission de la RTS et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.